va dire, répéter ici, on le sait, c'est que l'action collective au sens large, c'est un des piliers de notre système démocratique, et peu ou beaucoup, chacun sera juge, mais en tout cas, cette possibilité d'action collective dont les syndicats sont les principaux porteurs, aura quand même permis de diminuer un peu les effets dévastateurs du capitalisme depuis 100 ans, je crois. Voilà, et donc dans cette action collective, il y a le droit de grève, évidemment, qui est sans doute l'arme principale, et pour que l'arme de grève soit possible, il y a le piquet de grève. Sans piquet de grève, il n'y a pas d'arme de grève. Et allez, si Francine me permet une citation historique, c'est Jules d'Estrée qui disait en 1867 déjà, si vous ne donnez pas aux grévistes la possibilité de nuire aux intérêts des non-syndiqués, eh bien vous ne leur permettez rien. On disait déjà ça en 1867, donc voilà, c'est tout à fait clair. Hein. Donc ce droit de grève, pour le moment, on vit quand même des moments difficiles, parce qu'on a un petit peu tout le monde sur le dos. Non pas que ça ne soit jamais arrivé, je dirais de tout temps, les patrons ont remis ça en cause, ça c'est pas forcément un problème. Certains partis, on ressort toujours d'ailleurs cette petite feuille ici, j'ai circulé ça sur Internet. En fait, donc ça c'était, vous aviez l'article 310 dont Francine a parlé tantôt, et en 2007, Géolet et Ducarme, qui sont, je crois, parmi les signataires du projet de loi du MR, hein, dont on a entendu parler, déposaient déjà une proposition de loi qui, en fait, était condamnée de façon plus dure que l'article 310, de condamner à des peines de prison plus dures. Et, évidemment, les peines en argent, évidemment, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes sommes, mais finalement, les entraves à entrer dans l'entreprise étaient punies de façon plus durement que l'article 310, comme quoi, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sur le soleil levant. Ce qui se passe ici, qui est quand même encore les choses un peu plus difficiles, évidemment, c'est que, je pense que des gouvernements qui font des politiques de droite, on en connaît quand même depuis toujours, depuis 40 ou 50 ans, je pense qu'il faut dire, hein, en tout cas depuis toujours, mais quand même, on n'a jamais eu un gouvernement qui, comme celui-ci, servait autant la soupe aux patrons, hein, aussi forte. Avec, d'ailleurs, nous mettant les organisations syndicales, et peut-être plus particulièrement les syndicalistes francophones, dans une situation un peu particulière, parce que, en tout cas par rapport aux représentants des partis francophones de ce gouvernement, nous n'avons strictement rien à attendre. Et ils savent aussi que nous pourrions être 100 000 syndicalistes francophones dans la rue, quoi que fasse le MR, il sait qu'il n'ira pas chercher 10 voix. Donc ça nous met quand même dans une situation un peu plus compliquée, qui rend notre action syndicale, je dirais, encore beaucoup plus compliquée, et je ne parlerai pas de la droitisation forte que connaît la société civile, même les organisations syndicales aussi sans doute, un petit peu toute la société flamande au nord du pays, qui rend les choses extrêmement compliquées. On a eu aussi une espèce de revirement, je dirais, de jugement de l'opinion publique. L'opinion publique, on sait que c'est une construction un peu qui n'existe pas, qui varie, c'est un peu artificiel, mais moi je mettrais les médias là-dessus. On a vu un revirement de cette opinion-là, en tout cas des faiseurs d'opinion, à l'occasion des plans d'action que nous avons eu il y a un an à peu près, parce qu'il y a un an, mine de rien, c'était bien parti, moi je trouvais, il y avait 35 ans qu'on n'avait plus connu un plan d'action aussi construit, aussi fort. Vous vous souvenez, manif du 6 novembre, 3 jours de grève tournante, 1 jour de grève générale, et puis à l'occasion de la grève générale, l'opinion s'est un peu retournée comme ça. Il y a eu une bataille qu'on a un peu ratée, dans nos trucs, qui nous a posé un peu de problème, un peu raté, où l'opinion s'est un peu retournée, les médias sont retournés, où notre action a perdu sa légitimité. Il ne s'agit pas de dire qu'elle était moins légitime, mais un petit peu, je veux dire, il y a eu une bagarre menée au niveau des médias qui a fait que ça a été un peu compliqué, et où je trouve un peu trop vite, les organisations syndicales, tant la CSC que la FGTB, sont tombées un peu trop vite dans l'obligation de se justifier. Hein, je crois franchement, on est tombé trop là-dedans. C'est un peu dommage. Donc, on est dans une situation un peu compliquée et qui est celle dans laquelle on est. Proposition de loi du MR qui vient maintenant, dont on a vite compris ce que vous voulez dire. Ils se sont appuyés sur cette histoire d'autoroute bloquée, de gens morts à Liège, qui était un prétexte, évidemment, parce que nous savions que même s'ils se servaient de ça, et peu importe ce qu'on pense de cet événement-là, le problème n'est pas là, c'est que par rapport à l'entrave méchante, et notamment le blocage des autoroutes, il y a déjà des lois qui existent, ils avaient qu'à envoyer les flics s'ils voulaient pour faire sauter le barrage, ils pouvaient encore le faire, on aurait été contre, les gens seraient battus, mais ils auraient encore pu le faire s'ils voulaient, mais on savait que c'était qu'un prétexte.
ce que le MR veut mettre à mal, c'est bien le piquet de grève, hein, le piquet de grève en tant que tel. Et aujourd'hui, force est de constater que plus qu'il y a 30 ou 40 ans, sans piquet de grève, on ne sait plus faire grève. Et je pense que le piquet de grève, alors qu'on dit que c'est une pratique qui est passée de mode, qui n'a plus de sens maintenant, elle a plus de sens qu'en 1960. Elle a plus de sens qu'en 1950. Enfin, aujourd'hui, je veux dire, en 1960, ben, il n'y avait qu'une sorte de contrat de travail, c'était le contrat à durée indéterminée. C'était celui-là. Il y avait bien quelques intérimaires, il y avait bien des formes un peu différentes, etc. Il y avait bien des périodes d'essai, mais néanmoins, c'était quand même le CDI, c'était ça qui existait principalement comme contrat de travail. Aujourd'hui, dans une entreprise X, du secteur privé, en tout cas, de plus en plus du secteur public aussi, hein, prenez une entreprise comme le Forum, c'est 95% de contractuels, hein, donc dans le public aussi. S'il n'y a pas de piquet et qu'un intérimaire fait grève, eh bien, il sait que son contrat, il s'arrête du jour au lendemain. Si vous faites une grève sans piquet dans un commerce, dans un grand magasin, ben, vous savez que les travailleurs à temps partiel qui essayent d'avoir une amélioration de leurs horaires de travail, s'il n'y a pas de piquet qui font grève, ils n'ont plus d'amélioration de leurs horaires de travail. C'est une certitude. On peut parler des faux indépendants, on peut parler des stagiaires, on peut parler des remplaçants, des étudiants, des sous-traitants, des travailleurs à la pige. Tous ces gens-là, si ils ne font pas grève, comme s'ils font grève sans qu'il n'y ait un piquet, eh bien ils savent qu'il y aura des mesures de rétorsion directe, des mesures disciplinaires, qui ne sont pas dites comme ça, qui ne seront jamais évidemment dites comme ça, qui vont leur tomber dessus. Et même les gens du MR l'ont bien compris. Quand les patrons, le MR parle du droit de grève, ils commencent par dire, comme c'est raciste, je ne suis pas raciste, mais c'est la même chose. Je ne suis pas contre le droit de grève, je veux préserver le droit de grève, mais évidemment, c'est toutes les conditions dans lesquelles s'exerce le droit de grève qui sont revenues. Deuxième élément, c'est des éléments liés qui font que sans piquet, la grève devenue difficile, c'est le développement de toute une partie de la rémunération. Que dire des cadres? Les cadres, s'il n'y a pas un piquet, ils ne font pas grève. Ils nous le disent directement, si vous ne faites pas piquet, il n'y aura pas de grève pour nous. Parce qu'une partie de leur rémunération, de plus en plus importante, est tout à fait aléatoire, liée aux résultats, liée au mérite, liée à des trucs et des machins, des objectifs. Mais ça devient de plus en plus vrai pour les employés aussi, et ça commence à devenir vrai pour des ouvriers aussi. Il y a une partie de la rémunération qui est conditionnée, et donc les gens ont besoin d'un piquet de grève que pour pouvoir faire grève, sinon ils perdent une partie de leur fric. Et globalement, je pense que, et c'est là la différence entre un droit collectif qui est le droit de grève, aujourd'hui, qui est un droit collectif, et empêcher le piquet, ça devient un droit individuel, c'est que globalement, les gens ont peur de perdre leur boulot. Ben parce que si on perd son boulot, on a des indemnités de chômage, et les indemnités de chômage, même si la droite dit qu'elles sont trop généreuses, etc., trop longues et tout ce qu'on veut, c'est quand même, évidemment, en général, une grosse perte d'une partie de son salaire, et donc, et le marché du travail est ce qu'il est, trouver du boulot, c'est pas facile, et donc, globalement, s'il n'y a pas de piquet, les gens ont peur, à un moment donné, d'être punis pour ça, à l'occasion de la prochaine rémunération, de la prochaine restructuration, et encore, on parle ici, évidemment, d'entreprises, j'ai une représentation syndicale, mais que dire dans les PME, vous savez, les systèmes de préavis maintenant, un jeune qui est là depuis un an dans l'entreprise, même s'il a un CDI, pour 2 semaines, on le vire. Hein. On lui donne 2 semaines de préavis. On invente un motif, on peut en trouver 250 qui seront inattaquables sur le plan de la loi, et on les vire comme on veut. Donc il y a ça. Un autre élément aussi qui est un peu plus difficile encore, c'est que il y a une réalité, c'est qu'il faut des piquets aussi, parfois pour empêcher les gens de travailler, y compris pour des raisons un peu plus emmerdantes. Je pense que tout le monde sait ici que depuis les années 80, la part des salaires dans la production de richesse a diminué de plus en plus, ce qui fait que pour permettre aux gens de consommer et pour toujours continuer à avancer dans la croissance, on a remplacé l'évolution des salaires par de l'endettement. Et donc, ça permet de rappeler que faire un jour grève pour un travailleur, c'est avant tout avoir une grosse perte d'une partie de sa rémunération. C'est 30 € contre un jour de salaire, et donc il y a des gens qui, ça devient difficile, ça devient honnêtement difficile pour eux de faire grève sans piquet, et ça donne parfois lieu à des confrontations un peu dramatiques, c'est une réalité.
Et ça permet aussi de rappeler d'ailleurs qu'il y a même dans le droit, dans le droit enfin, dans les questions disciplinaires, il y a à beaucoup d'endroits, on a développé des systèmes de rémunération qui sont liés par exemple à ce qu'on appelle le présentéisme. Par exemple, les primes de fin d'année qui ne sont pas conventionnelles au niveau du secteur en fabrication métallique, les primes de fin d'année pour les employés chez Caterpillar, eh bien, la prime de fin d'année est établie avec des critères de présentéisme, qui est des présentéismes dits absentéisme, et dans les causes d'absentéisme qui ont une répercussion importante sur la prime de fin d'année, il y a des jours de grève. Si vous faites grève un jour, eh bien, votre prime de fin d'année est rabotée de X. Je ne sais plus. Et on dira pourquoi on a négocié ça. Mais parce que le jour où on l'a négocié, c'était quelque chose qui était acquis en plus, et donc c'était un bénéfice pour tous les travailleurs. On avait une prime de fin d'année. Mais maintenant, ça fait partie de la rémunération ordinaire, je dirais comme ça, et ce truc-là qu'on a admis à un moment donné, et on peut blâmer les gens, mais c'est facile, hein, c'est facile. À ce moment-là de la négociation, c'était un gain par tout le monde, parce que c'était de l'argent qu'ils n'avaient pas auparavant. À ce moment-là, ben, c'était une contrainte qu'ils acceptaient pour avoir un truc qui était quand même une victoire syndicale en matière de pouvoir d'achat pour les gens chez Caterpillar ou à d'autres lieux où comment ça existait ensuite. Donc, c'est clair que pour que ça reste, le droit de grève aujourd'hui sans piquet de grève, sans la possibilité de faire un piquet de grève, eh bien ce n'est plus un véritable droit et il n'y en a plus véritablement. On lutte, donc il y a eu toute cette, tu as parlé longuement des procédures unilatérales, qui est un vrai problème. J'ai mis ici, pour ceux que ça intéresse, ben, on a même mis nous au point une petite méthode qui ne résout pas le problème pour les délégués sur les piquets, quand on sait qu'il risque d'y avoir des astreintes, parce qu'en général, on s'en doute un peu, on connaît les patrons qui recourent à ce genre de choses en règle générale. Et alors on en a mis au point tout un truc en expliquant bien loin, en disant les conditions dans lesquelles les astreintes doivent se donner. On peut les faire lanterner, ils doivent lire l'ensemble du jugement à chacun individuellement, et si on veut, si on a un piquet relativement conséquent, on peut les faire durer une journée ou si on veut, hein, en remplaçant les gens sur le piquet et éventuellement en faisant venir d'autres. Mais c'est un véritable problème. Ça nous amène sur l'actualité, ça va, je ne suis pas trop long. Ça nous amène un petit peu sur les faits d'actualité. Donc tout ça est un peu remis en cause. Projet de loi du MR qui ne fait pas peur en tant que tel, parce que c'est un peu un bazar, c'est une espèce d'effet d'annonce. Enfin, d'une part, ce n'est pas un projet du gouvernement, c'est déposé uniquement par des politiques du MR. C'est un ensemble de textes, je ne sais pas si tu me confirmes, mais notre analyse à nous, c'est quand même 14 pages de justification, et puis un article qui pose surtout problème, l'article 2, mais qui s'en prend au piquet de grève. Donc je ne crois pas que ça pourrait passer la rampe en tant que tel, mais avec ce gouvernement-là, c'est un peu, voilà, qu'est-ce que ça va donner? D'autant que qu'ici, le gouvernement via ce qui représente la gauche du gouvernement, ça veut dire Chris Peters. Enfin, si on nous avait dit un jour que la gauche du gouvernement, ça allait être Chris Peters et le CDNV, on aurait ri. L'ancien patron du LISO, la gauche, donc c'est dramatique. Mais nous vivons des heures dramatiques quand même, hein, au niveau politique, c'est absolument dramatique. Mais voilà, c'est ça. Et donc, ils ont renvoyé ça, la balle, au niveau des partenaires sociaux, pour rediscuter de ce qu'on a appelé en 2002 le Gentleman Agreement. Ceux qui, vous avez sans doute entendu parler de ça. Ça, c'était quoi? C'était une manière qui n'était pas si conne que ça, de la part des syndicats et des patrons, de retirer l'affaire des mains du gouvernement, à ce moment-là, parce qu'il y avait une remise en cause. Enfin, il y avait une remise en cause. Il y avait de vrais débats sur les piquets de grève. Il y avait un recours qui était fait de plus en plus systématique, qui était fait des procédures en référé. Et il y a les patrons qui disaient, mais si on fait ça, c'est parce que vous ne respectez pas les procédures au niveau des commissions paritaires. Dans les accords de paix sociale dans les commissions paritaires, en général, on prévoit des procédures d'arbitrage avant de recourir à la grève, dit-on, hein, normalement. Et donc, disait-il, ça ne va pas, et donc on va faire un gentleman agreement. On a appelé ça comme ça parce que les organisations syndicales, et avec juste raison, pour des raisons que je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer longuement, n'ont pas voulu que ce soit mis dans une CCT, dans quelque chose qui ait un caractère un peu trop officiel, légal ou même semi-légal. Enfin, on ne parle pas de légalité quand on parle de commission paritaire, mais qui pourrait avoir dans une certaine mesure force de loi à un moment donné. Donc on a appelé ça un gentleman agreement,
qui a été discuté, qui est arrivé sur ce truc-là où on disait les patrons s'engageaient à ne plus recourir à des procédures en référé si on respectait toutes les procédures prévues par les commissions paritaires. Et il y avait un article un peu emmerdant quand même là-dedans, c'est que les organisations syndicales s'engageaient à en tout cas essayer, autant que faire se peut, au maximum, de réserver, en tout cas, de ne pas recourir à des tiers syndicalistes pour des gens pas concernés. Donc en clair, s'il y avait une action interprofessionnelle, eh bien c'était les syndicalistes de Cora qui faisaient piquet devant Cora. Et donc il ne pouvait pas y avoir de piquet volant, il ne pouvait pas y avoir de solidarité, des choses comme ça. Donc ça avait été, ça avait été un truc qui avait été mis là-dedans, mais bon, qui avait rendu ça assez difficile, difficilement acceptable. Ça a été accepté globalement. Pour une fois d'ailleurs, j'ai redécouvert, sincèrement, pour les camarades, ça c'est curieux, parce que je pourrais même dire que c'est souvent l'inverse. Moi j'ai pas de problème avec ça, mais la FGTB l'avait accepté, la CSC l'avait refusé, à cause de cet élément-là, à ce moment-là, en 2002. Mais je ne me souviens plus du contexte. J'ai redécouvert ça, tantôt, j'ai relu un petit peu les trucs, je m'en souvenais même plus, moi, que la CSC avait dit non à ce truc-là. Enfin, peu importe, de toute façon, qu'est-ce qui s'est passé? Là où c'était utile, en tout cas, là où il le jugeait utile, ben, on a continué de faire grève sans respecter, dans des cas particuliers, sans respecter les procédures. On les a respectées quelques fois et les patrons ont continué de recourir aux procédures unilatérales quand ils en avaient envie. Et par ailleurs, on a continué d'avoir des piquets volants chaque fois qu'on le jugeait utile aussi. Donc ici, pour le moment, à ce stade-ci, le groupe des 10 se réunit ces jours-ci pour discuter de ça. Ce que je peux vous en dire lors de la dernière réunion du groupe des 10, c'est que il y a bien l'espèce de vieille momie de l'UCM, qui s'appelle Godefroy, là, qui dit qu'il faut une personnalité juridique, il faut réglementer tout, etc. Les autres disent, bon, on ne veut pas vraiment ça, mais disent qu'il faut quand même responsabiliser les organisations syndicales. Et donc, pour l'instant, en tout cas, les deux confédérations ont dit qu'il était hors de question de responsabiliser quoi que ce soit. Pour le moment, on tient cette ligne-là. Je pense qu'il n'y aura pas d'accord, parce que, évidemment, la FEB, maintenant, n'a plus d'intérêt à trouver des accords qui les engagent trop, parce qu'on leur sert la soupe sans qu'ils n'aient à faire grand-chose. Voilà, donc ils n'ont pas intérêt à avoir de bons accords, parce que même, enfin, et encore, même quelquefois quand on a des accords avec eux qui les engagent un petit peu, de toute façon, ben, le gouvernement le rectifie pour eux, donc enfin, finalement ils ne sont pas engagés dans grand-chose, je dis une chose et son contraire finalement, mais donc ils n'iront certainement pas très loin là-dedans, on n'aura plus le même genre d'accord, je pense, quand on a eu en 2002, et nous verrons évidemment ce que le gouvernement va faire de ça. Et donc on en est à compter sur Chris Peters, la gauche du gouvernement, pour que voilà, on ne remette pas en cause l'exercice du droit de grève dans ce qu'il y a de plus fondamental, et je vais peut-être en arrêter là pour permettre au débat d'avoir lieu.